Bonjour à tous. Je me présente, je suis le professeur Daniel Thomas, donc président d'honneur de la Fédération française de cardiologie. Bienvenue dans cette conférence en ligne sur le thème Cœur de femme. Cette conférence prend place dans la semaine du cœur, donc il y a déjà eu 3 conférences, c'est la 4e et elle a comme particularité, c'est qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du cœur et qui est donc consacrée à ce thème Cœur de femme. Vous savez que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès en France chez les femmes, alors que c'est la deuxième chez les hommes, et pas seulement chez les femmes âgées, malheureusement chez les femmes plus jeunes, et ceci en particulier en raison de l'évolution du tabagisme chez les femmes en France. Donc s'intéresser au cœur des femmes, c'est un véritable enjeu de santé publique, et c'est la raison pour laquelle ce thème a été choisi dans la semaine du cœur de la Fédération française de cardiologie. Alors, nous avons tout d'abord avec nous, pour en parler, le docteur Catherine Mompert, cardiologue, et Madame Loane Vauduit. Toutes les deux sont membres du conseil d'administration de la Fédération française de cardiologie et elles sont co-directrices de la commission Cœur de Femmes. Le docteur Mompert va d'abord nous expliquer, finalement, en détail, pourquoi s'intéresser au cœur des femmes. Et puis, Madame Vauduit ensuite nous expliquera quel peut être le rôle des clubs Cœur et Santé vis-à-vis du cœur des femmes. Donc, je donne la parole au docteur Catherine Mompert. Donc, cette commission Cœur de femmes a été créée par le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est la past présidente de la Fédération française de cardiologie. Je n'ai pas mon diaporama, voilà, très bien. Qui donc est à l'initiative de cette commission, une initiative originale et on va le voir tout à fait justifiée. Nous reprenons, j'allais dire, le flambeau dans ce nouveau mandat sous une forme tout à fait innovante, avec, donc, Daniel vous l'a dit, une coprésidence qui permet une complémentarité, avec une représentation non seulement du corps médical, mais également une représentation des usagers et une représentation de la société civile qui œuvre dans la cardiologie préventive, qui est représentée donc par Loane Vauduit. C'est une commission qui est pluridisciplinaire, qui va associer, bien sûr, avec ses représentants des usagers, des cardiologues, mais également des tabacologues, des spécialistes en réadaptation cardiaque, des chercheurs, des spécialistes en santé publique et également en gynécologie obstétrique. Donc, vous voyez une commission pluridisciplinaire pour un abord tout à fait global de la santé du cœur de femme. Suivante. Donc, pourquoi cœur de femme? Eh bien, malheureusement, dans ce contexte, parce qu'elles le valent bien. Les maladies cardiovasculaires, effectivement, n'arrivent pas qu'aux hommes, contrairement à une idée longtemps restée dans l'esprit du grand public, voire de certains professionnels de santé. Elles payent, on va le voir, et Daniel l'a un peu annoncé, un lourd tribut lié aux maladies cardiovasculaires. Elles ont également des spécificités, qu'il s'agisse de leurs facteurs de risque, des modes de présentation de leur maladie, qui ne sont pas tellement connus, donc insuffisamment prises en compte, et il en résulte une prise en charge thérapeutique, une prise en charge également en prévention, qui est loin d'être optimale, on va le voir. Donc, je le disais, un lourd tribut lié aux maladies cardiovasculaires, c'est vrai. On va commencer par une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que depuis des décennies, et tout particulièrement au cours de ces dernières décennies, on a réellement une baisse formidable de la mortalité cardiovasculaire chez les hommes et chez les femmes, qui est supérieure à 30%. Mais il y a quand même des points plus préoccupants, c'est que ces maladies cardiovasculaires restent encore en France la première cause de mortalité pour les femmes. Plus d'une femme sur 4 décédera d'un problème cardiovasculaire contre un homme sur 5. Plus inquiétant, cette baisse est moins marquée chez les femmes les plus jeunes, avec
parallèlement une augmentation de l'incidence d'hospitalisation pour infarctus du myocarde qui augmente dans ces tranches de femmes jeunes, plus 19% entre 2008 et 2013 versus plus 10% chez les hommes de même âge. Comment est-ce que l'on peut expliquer cette surmortalité liée au décès par maladie cardiovasculaire? Certes, l'âge moyen de survenue d'un infarctus chez une femme est plus élevé que chez l'homme, en moyenne de 10 ans de plus. Il survient aux alentours de 65 ans chez la femme contre 55 ans chez l'homme. Et cet âge plus élevé, bien sûr, s'accompagne de morbidité, c'est-à-dire de maladies associées, d'une fragilité quelquefois qui rendent effectivement le pronostic plus difficile. Mais ça n'est pas que ça. Et en particulier, chez les femmes les plus jeunes, il y a un retard au diagnostic. Et puis, il y a également moins de procédures concernant les diagnostics invasifs, moins de revascularisation. Ce retard au diagnostic, on va revenir à la diapositive précédente. Ce retard de diagnostic est lié à plusieurs causes. D'une part, une sous-évaluation chez ces femmes les plus jeunes du risque de survenue d'un problème cardiovasculaire qui fait que aussi bien la femme que le professionnel de santé ne va peut-être pas réagir comme il pourrait le faire face à un homme, malgré quelquefois des facteurs de risque qui sont évidents. Il y a également une atypie, quelquefois, des symptômes d'infarctus. Alors, le plus souvent, c'est les symptômes classiques de douleur au niveau de la poitrine, qui irradient au niveau du bras gauche, qui irradient au niveau du cou ou de la mâchoire. Mais quelquefois, les douleurs sont moins typiques, survenant à droite, des douleurs au niveau du dos, des douleurs abdominales. Et elles sont souvent associées à des tas d'autres symptômes, comme une fatigue importante, comme des nausées, qui peuvent faire errer le diagnostic. Et puis, souvent, la femme peut avoir peur de déranger pour rien, hein, et elle attend un petit peu avant d'alerter les secours. Et cela est bien sûr délétère parce qu'on sait que les premières heures sont capitales pour éviter les complications de l'infarctus. Et puis, donc, on le disait, moins de procédures invasives, comme par exemple la coronarographie, moins d'examens complémentaires qui permettent de confirmer ou d'infirmer le diagnostic, un réseau coronaire avec des lésions qui sont souvent très distales et qui sont plus difficiles à revasculariser ou pour la mise en place de stents. Et tout cela peut expliquer en partie ce tribut lié aux maladies cardiovasculaires. Et puis, malheureusement, également, une fois que l'infarctus est survenu, il va y avoir également un manque en prévention secondaire. Après un infarctus, en effet, la prévention secondaire est quelque chose de fondamental. Or, en France, actuellement, et c'est vrai malheureusement pour les hommes aussi, mais plus pour les femmes, à peine un tiers des hommes et 25% des femmes sont adressés en réadaptation où elles vont pouvoir donc avoir un programme individualisé de prévention. Alors, on a depuis ces dernières années une amélioration de l'adressage et de la prescription de la réadaptation, mais qui reste encore très insuffisante. Et ce problème de manque de prescription induit vraiment une perte de chance. Une personne qui, après un infarctus, va avoir un programme de réadaptation cardiaque, voit une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 30%, également une diminution très significative des risques de réhospitalisation et une nette amélioration de la qualité de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est également à prendre en compte. Il existe également donc des spécificités qui sont insuffisamment prises en compte, en particulier les risques de développer une maladie cardiovasculaire ont des caractères bien particuliers chez les femmes, caractères bien particuliers qui concernent
d'une part les facteurs de risque dits traditionnels que vous connaissez bien, le tabagisme, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, mais qui vont avoir un impact différent chez la femme. Par exemple, la consommation de tabac égale, le risque de développer une maladie cardiovasculaire va être supérieur de 25% chez les femmes par rapport aux hommes. De même, lorsque il y a un diabète de type 2, d'abord ce diabète est souvent plus précoce chez la femme que chez l'homme et va entraîner un risque majoré de 55% de développer une maladie cardiovasculaire par rapport aux hommes. Et puis, Jean-Pierre Houp nous le dira de façon beaucoup plus approfondie tout à l'heure, le stress, la charge mentale et tout particulièrement le stress aigu peut être à l'origine de formes d'infarctus très particulières que l'on voit pratiquement que chez les femmes, comme par dissection coronaire ou certains types d'infarctus par maladie de Takotsubo. À côté de ces facteurs de risque dits traditionnels, il y a également des facteurs de risque qui vont rythmer un petit peu ce risque tout au long de la vie génitale de la femme et qui peuvent débuter dès la puberté, en fonction de la date par exemple de survenue des premières règles, jusqu'à la ménopause. Il est vrai qu'avant la ménopause, les femmes ont une protection par les œstrogènes qui est réelle, mais qui peut être rognée, on l'a vu, par les facteurs de risque, mais également par d'autres éléments, en particulier la survenue de pathologies survenant lors des grossesses. Et l'on sait maintenant que le fait de développer une hypertension artérielle gravidique, le fait d'avoir un diabète gestationnel sont autant de facteurs de risque de développer à distance un problème vasculaire. Le fait d'avoir une grossesse pathologique multiplie par 6 par rapport aux femmes qui ont des grossesses normales le risque de développer un problème cardiaque. La contraception hormonale associée au tabagisme est également un risque qui n'est pas à négliger. Au moment de la ménopause, donc c'est une période de transition métabolique avec une vraie vulnérabilité vasculaire, un risque majoré de surcharge pondérale, d'hypercholestérolémie, de diabète, d'hypertension, qui font qu'on voit un net rebond des infarctus dans les années qui suivent la ménopause. Le rôle des traitements hormonaux est encore tout à fait débattu. Quoi qu'il en soit, les traitements substitutifs hormonaux sont contre-indiqués lorsque l'on a fait un infarctus ou un problème vasculaire. Donc, une prise en charge qui est actuellement non optimale, qu'on peut améliorer par des campagnes d'information grand public, et Loane nous en parlera avec des résultats qui sont déjà tout à fait probants. La deuxième chose, on doit également améliorer cette prise en charge par la recherche clinique, en favorisant en particulier l'inclusion des femmes dans les études. Beaucoup d'études sur certaines thérapeutiques cardiovasculaires ou certaines modalités de prise en charge ont des populations féminines vraiment réduites à la portion congrue, qui font que dans beaucoup d'études, eh bien, on ne peut pas avoir de conclusion concernant la population féminine. Le professeur Boutron donc, vous parlera de ces risques féminins au travers d'une étude E3N qui est en cours, avec effectivement comme objectif final de développer un score de risque de maladie cardiovasculaire au féminin. Et enfin, après l'accident cardiaque, eh bien, c'est bien sûr prévention secondaire, diminuer le risque de récidive et de mortalité, tout faire. La Fédération française de cardiologie s'y emploie pour favoriser l'accès des femmes en réadaptation cardiaque, et on est en train de travailler, et ça c'est peut-être un effet positif du Covid, pour promouvoir d'autres types de réadaptation, en particulier les téléréadaptations à domicile par exemple, qui peuvent favoriser un plus grand nombre de personnes à inclure en réadaptation. Et puis, une fois cette phase de réadaptation, eh bien, c'est favoriser à long terme un mode de vie agréable et adapté. Et là, vraiment, c'est le rôle des clubs Cœur et Santé. Et je laisse la parole à Loane. Merci de votre attention. Merci Catherine. Bien.
Vous savez qu'au début des années 70, il y avait énormément de récidives et les cardiologues se sont rendus compte que après la phase 1, c'est-à-dire la phase aiguë en milieu hospitalier, après la phase 2, la phase après un séjour dans un centre de réadaptation, la phase 3 correspond au retour à domicile. Eh bien, les patients cardiaques étaient livrés à eux-mêmes. Et donc, d'où la création des clubs Cœur et Santé. Le slide suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes 263 clubs Cœur et Santé, répartis sur tout le territoire et regroupés par région. Il y a 27 régions et dans chaque région, une association de cardiologie régie par la loi 1901 avec à sa tête un cardiologue, le président, avec son bras droit, le délégué régional, le correspondant financier, secrétaire. Voilà. Et eh bien, toutes ces personnes-là sont au service de 18 000 adhérents. Il y a 300 cardiologues, 2000 non-cardiologues, tous bénévoles. Comment les clubs sont-ils organisés? Chaque club est dirigé par un responsable, assisté d'un chargé de comptabilité et d'un secrétaire. Chaque club est parrainé par un cardiologue référent, c'est obligatoire, qui est la caution médicale du club et le conseil du responsable. Les activités sont encadrées par des professionnels, soit du sport, soit de la santé. Ils peuvent être salariés ou bénévoles et quand il s'agit de bénévoles non professionnels, eh bien, ils reçoivent une formation, c'est pour ça qu'on les appelle des bénévoles qualifiés. Au minimum, ils ont un PSC1, c'est-à-dire premier secours civique niveau 1. Les activités se déroulent dans les infrastructures des villages ou de la ville où se trouve le club et la plupart des cas, c'est gracieusement mis à disposition. Qui sont leurs adhérents? Les femmes, elles ont 69 ans en moyenne, les hommes 71 ans. En 20 ans, la moyenne d'âge a baissé de 10 ans. En 2019, le doyen a 101 ans, mais il y a aussi des enfants et le benjamin a 12 ans. Les femmes sont majoritaires, elles sont 51% et elles le sont depuis 2004. Parmi les femmes, eh bien, une femme sur 3 est cardiaque. La Fédération française de cardiologie a confié 3 missions au club Cœur et Santé. La première mission, c'est l'accompagnement en phase 3. Eh bien, cette phase de retour à domicile avec des activités physiques adaptées. Voilà un adhérent très heureux. Pour le cardio-training, ensuite, la gymnastique douce, l'aquagym, ce sont des activités très classiques, mais petit à petit, les clubs s'enrichissent. Le vélo, pilates, la sophrologie, le qigong, le tennis rebond, c'est la dernière arrivée. Eh bien, alors que le tennis et le squash sont proscrits des activités des clubs Cœur et Santé, eh bien, le tennis rebond, on joue toujours à 4, c'est sur un terrain de badminton et les balles sont en mousse, donc c'est très léger. Je ne peux pas ne pas parler de l'alpinisme, parce que je vous ai parlé d'activités physiques adaptées, mais cette fois-ci, c'est adapté à l'extrême. C'est un club qui organise cette expédition depuis 17 ans. Chaque année, il emmène à peu près une douzaine de patients cardiaques. Il y a un cardiologue, le cardiologue référent du club. Il a à la fois un diplôme de secourisme en haute montagne. Il est assisté d'un autre médecin, ça peut être un
diabétologue ou bien un urgentiste, et puis de 2 ou 3 infirmières. Ça fait 17 ans, ça se passe très bien et les patients sont très heureux. La deuxième mission, c'est la prévention. Eh bien, il s'agit de participer à des événements locaux et nationaux, organiser des conférences pour, par exemple là, une fête locale qui arrive tous les ans au mois de septembre. Eh bien, ils proposent des documentations de la fédération, ils présentent leurs missions, ils présentent leurs activités. Et puis, des fois, à côté de ce stand-là, eh bien, il y a un cardiologue, des infirmières, des diététiciens qui répondent aux questions médicales. Et puis, des fois, il y a une petite chaîne de dépistage ou bien démonstration de gestes qui sauvent. Le parcours du cœur, c'est un événement national, ça dure 2 mois. Pendant 2 mois, on peut trouver dans chaque ville des parcours du cœur. En 2019, nous avons pu réunir 250 000 personnes. Et là, c'est un exemple de la ville d'Abbeville qui, tous les ans, voit arriver 3 000 participants. Et pendant une journée, eh bien, ils proposent toutes les activités qu'ils ont qu'ils proposent dans l'année, mais en plus de ça, il y a des partenaires qui viennent avec leurs propres activités. Je ne peux pas ne pas parler du parcours du cœur scolaire qui devient de plus en plus important. Et on arrive à toucher 500 000 enfants tous les ans. C'est un article de journal. C'est bien pour montrer que c'est une fête locale et le lendemain du parcours du cœur, eh bien, on a toujours une photo dans le journal local. C'était un événement de plus en plus important. Voilà, c'est une cardiologue qui est en train de montrer aux enfants qu'elle est en train de faire un écho avec son VScan. La troisième mission, c'est l'initiation au geste qui sauve. On vous en a parlé la semaine dernière. Voilà, c'est un exemple de montrer comment on fait le massage cardiaque sur un mannequin. Et je terminerai par dire que les clubs Cœur et Santé, c'est un véritable lieu de vie. C'est un endroit où il y a énormément d'échanges de plantes, de fruits, légumes à la campagne et puis en ville, recettes de cuisine, de livres. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'émulation, de stimulation. Et puis, tous les ans, en fin d'année, il y a toujours une sortie de club et on essaie toujours de varier, de mélanger à la fois activité physique et culturelle. Merci. Merci, merci Loane et Catherine donc, pour cette mise au point. Alors, on a quelques questions. Il y a une question qui nous a été posée par Dominique qui demande quelles sont les caractéristiques du Takotsubo qu'elle a fait allusion, Catherine Monpère. Oui, donc effectivement, c'est une sorte d'infarctus particulière qui survient le plus souvent après un stress très très violent et qui entraîne une espèce de sidération finalement de la contraction cardiaque qui est liée à l'afflux de catécholamines qui sont générées par ce stress. Et cette particularité fait que lorsque l'on fait une ventriculographie, c'est-à-dire une radiographie du cœur, on a une forme très particulière du ventricule, une ballonisation, et qui ressemble à une amphore qui est utilisée au Japon, qui s'appelle donc Takotsubo, dont le nom, qui est fait pour la pêche, pour le recueil des poulpes, d'où le nom. Alors c'est très particulier. Heureusement, 9 fois sur 10, il y a une régression totale de la fonction cardiaque et donc pas de séquelles, sauf un risque de récidive en cas de nouveau stress.
Mais voilà, c'est une particularité que l'on observe 9 fois sur 10 sur des terrains avec déjà un stress chronique sur lequel se surajoute un stress souvent très, très violent et dont parlera peut-être Jean-Pierre tout à l'heure. Merci, merci Catherine. Il y a une question qui est posée, qui est de se demander si l'activité physique finalement ne permet pas de compenser les effets du tabac. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, ce qu'il faut en penser, c'est que malheureusement, non. Ça ne permet pas effectivement d'effacer ces effets délétères au niveau vasculaire, voire quelquefois, je pense en particulier après une compétition sportive, le fait de fumer, surajouter peut-être à une douche un peu froide, va entraîner des effets de spasme et la possibilité effectivement d'infarctus. Mais je pense que tu as une compétence autrement plus importante que la mienne sur le sujet, tu peux peut-être rajouter 2-3 éléments. Non, en effet, c'est une idée reçue hein, qui est courante. Hein. Donc, on fait une enquête auprès de la population générale. Parfois, même, les gens pensent que la pollution, par exemple, est aussi importante que le fait de fumer. La pollution a un rôle, effectivement, dans le risque cardiovasculaire, mais le fait de fumer est donc, finalement, quelque part, le sportif pense naïvement que lorsqu'il va courir, il élimine les effets du tabac sur ses poumons et voire sur son cœur. C'est totalement faux, bien entendu. Et donc, il n'y a pas y compris un petit tabagisme. Et il y a aussi autre chose qu'il faut souligner pour les sportifs, c'est que fumer, par ailleurs, et ça peut être un bon élément de motivation pour arrêter, limite à la fois votre confort lors de votre sport, mais surtout également la compétitivité et la performance. Donc voilà, donc le sport et le tabac, c'est totalement antinomique, et donc l'activité physique ne compensera jamais les effets du tabac. Alors on a une autre question qui est, finalement, pourquoi nous a dit que les femmes allaient moins en réadaptation? Est-ce qu'on a une explication à cela? Alors, bon, d'une façon générale, il y a effectivement un manque de prescription en réadaptation. Les causes en sont multiples, sans doute le manque de place, c'est certain, mais c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. À cela s'ajoutent plusieurs éléments. Il y a sans doute la méconnaissance des effets favorables, des bénéfices que l'on peut avoir à adresser les personnes en réadaptation, en particulier sur le pronostic, sur la qualité de vie, sur la baisse des réhospitalisations, ça c'est certain. Il y a également, lorsque survient cet infarctus chez une femme qui est aux alentours de la soixantaine, elle a souvent des charges familiales importantes, en particulier avec des parents plus âgés qu'elle doit prendre en charge, et c'est souvent là aussi une barrière et un frein, avec quelquefois une motivation au niveau familial où elle n'est pas forcément très, très soutenue. Il y a d'autres éléments, en particulier le fait qu'elle craint, lorsqu'il s'agit d'une personne sédentaire, qu'on lui impose, entre guillemets, un mode d'entraînement qui ne soit pas adapté, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque vraiment tout programme de réadaptation, sa caractéristique première est d'être adapté aux possibilités de la personne, à ses motivations, à ses envies. Donc, c'est quelque chose d'important. Et voilà les raisons les plus fréquentes, plus quelquefois des raisons sociales ou financières actuelles de prise en charge qui peuvent également jouer actuellement. Merci, merci Catherine. Donc là, une question maintenant pour Loane Vauduit. Finalement, tel que vous nous l'avez présenté, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'activités physiques, d'activités sportives dans les clubs Cœur et Santé. Quelle est la différence entre ces clubs et le fait d'aller dans un club de sport? Qu'est-ce que vous nous diriez? Eh bien, il y a une grande différence, c'est que on ne parle jamais du mot sport, mais on parle d'activité physique, et surtout activité physique adaptée. Dans un club de sport, il y a la notion de compétition. Chez nous, il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup d'entraide. Et c'est vraiment une leçon d'humilité quand on rentre dans une activité d'un club Cœur et Santé. Parce que même si on n'est pas cardiaque, on a toujours quelque chose qui
un petit bobo. Et ce qui fait qu'on a un regard qui, les uns les autres, on porte un regard différent. On n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour vaincre, mais on est là pour son bien-être. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de tennis rebond, eh bien, j'ai assisté à une séance de tennis rebond. À la fin du match, il y a match, bien sûr, il y a quelque part une notion de compétition, mais amicale. C'est-à-dire que comme ils jouent toujours à 4 et jamais à 2, parce que pour que ça soit moins violent, l'équipe qui a gagné vient expliquer et montrer à l'équipe qui a perdu pour qu'il progresse. Merci beaucoup, Loane. On peut quand vous encourager, hein, si vous avez écouté ce que vous a présenté Loane, c'est de vous inscrire dans un club Cœur et Santé. Il faut souligner qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un accident cardiovasculaire pour aller dans ces clubs Cœur et Santé. Ils sont ouverts à tout le monde, hein, et donc participent en particulier à la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention qui va éviter de faire un accident cardiovasculaire. Donc, n'hésitez pas à contacter les clubs Cœur et Santé. Vous pouvez vous adresser à la Fédération française de cardiologie. Ça vous indiquera le club Cœur et Santé qui est le plus proche de votre domicile. Alors, on va enchaîner. Donc, vous connaissez tous les facteurs de risque cardiovasculaire, les grands facteurs de risque qui ont été évoqués tout à l'heure, le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la sédentarité, l'excès de cholestérol, bien sûr. Et il y en a un dont on parle moins, qui est plutôt un petit peu pas mis en avant en général, c'est le stress. C'est le stress, et le stress, nous avons avec nous donc, le docteur Jean-Pierre Roupt, qui est cardiologue à Thionville, et qui va vous expliquer l'impact de ce facteur, en quoi c'est un facteur de risque, et un facteur de risque aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais peut-être plus particulièrement pour les femmes. Donc, je donne la parole au docteur Jean-Pierre Roupt. Bonjour à tous, je vais essayer de pas faire d'être trop stressé et pas faire de fausses manœuvres. Voilà, donc je vous remercie déjà d'être tous là et je vais vous expliquer un petit peu le rôle du stress qu'on a appelé le briseur de cœur. Et effectivement, parce que ça joue un rôle fondamental dans le problème cardiovasculaire des femmes. Alors, comme l'a expliqué Catherine Monpère, il y a une évolution majeure dans la cardiologie de ces 30 dernières années. On a une baisse considérable de la mortalité. J'ai connu des mortalités, et d'autres cardiologues comme moi ont connu des mortalités énormes, proches de 500 000 morts par an. Là, on a considérablement baissé, mais il y a eu un changement de visage avec une augmentation de la maladie cardiovasculaire, en particulier de l'infarctus chez la femme post-ménopausée, âgée, 70, 80, ça on le savait depuis longtemps, mais ce qui a complètement changé, c'est la survenue d'infarctus qu'on ne voyait pas, que je ne voyais pas personnellement quand j'ai commencé ma carrière cardiologique, des femmes de 45, 40, 35 ans, chose qu'on ne voyait absolument pas il y a quelques années. Alors, tous les cardiologues connaissent ce tableau dont on a parlé. Dans la population générale, beaucoup de gens connaissent ce syndrome du cœur brisé, mais en fait, c'est quelque chose qui est rare. Ça représente une infime partie, 2 à 3% de la pathologie cardiovasculaire de l'infarctus. Donc, ce n'est pas ça qui est fondamental. Bien sûr, ça existe, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est ça. C'est ce que nous dit cet article, c'est que l'augmentation de la pathologie cardiovasculaire et de l'infarctus chez la femme jeune est essentiellement liée non pas à cette réduction sur le stress, mais à des facteurs psychosociaux. Et ce qui est important, c'est d'entendre ça, c'est-à-dire qu'il faut sortir du modèle classique médical, biomédical, pour bien comprendre que la maladie et la santé sont la conséquence de phénomènes biologiques, psychologiques et sociaux. Si vous ignoriez encore ça, ce qu'on est en train de vivre avec la Covid nous montre bien ce modèle, c'est la preuve du modèle biopsychosocial. On sait par exemple qu'il y a une mortalité beaucoup plus importante dans certaines zones parisiennes, non pas parce qu'il y a des patients âgés, mais parce qu'il y a de la précarité. Et puis, vous savez bien, vous le voyez à l'heure actuelle, que cette Covid a des conséquences qui sont à la fois psychologiques et sociologiques et socio-économiques. Alors, pourquoi le stress va jouer un rôle aussi important en cardiologie, mais également dans d'autres pathologies, mais c'est en cardiologie qu'on a montré le plus d'effets? À cause de
notre cerveau. Notre cerveau, il est très compliqué. Voilà, on a inventé beaucoup de choses. Vous m'écoutez, on est sur une conférence qui est très sophistiquée. Mais en fait, notre cerveau qui a évolué depuis des milliers et des milliers d'années est basé sur une superposition de couches, à la fois le cerveau reptilien, qui est le plus basique, le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, et le néocortex. Et en fait, notre cerveau, même si on pense beaucoup et qu'on est capable de faire beaucoup de choses, notre cerveau est construit essentiellement pour la survie et pour l'action. Ce qui fait que lorsqu'il va y avoir un phénomène de stress ou certaines émotions parasites, on va réagir en mode survie et non pas dans un mode adapté. On va souvent être tout à fait adapté, c'est ce que j'appelle partir à la chasse au lapin avec un bazooka. Alors, ce qui est important dans ce problème de la femme et du stress, c'est de ne pas limiter le problème uniquement au stress, c'est de comprendre que c'est une multitude de facteurs qui vont être psychiques, le stress, l'anxiété, la dépression, mais également d'autres choses comme la colère, ce qu'on appelle l'hostilité en psychologie, c'est-à-dire hostilité physique, hostilité émotionnelle, le stress post-traumatique, dont on voit bien par exemple dans une agression ou dans un attentat, le syndrome d'épuisement, le burn-out. Personnalités de type D sont des gens qui sont un peu tristes et qui ont peu de contacts sociaux. Mais à côté des facteurs psychologiques, il y a des facteurs sociologiques. Et ça va jouer beaucoup pour la femme. L'origine, c'est-à-dire de quelle origine sociale vous êtes, est-ce que vous êtes seul? Et puis des questions socio-économiques, c'est-à-dire le revenu, le niveau d'études. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement le stress, c'est vraiment quelque chose d'une myriade d'éléments qui vont jouer un rôle fondamental dans cette augmentation et cette prévalence plus importante de l'infarctus chez la femme. Alors, dans quelle pathologie ça va agir? Je vais beaucoup parler de l'infarctus, mais en fait, ça agit dans toute la pathologie cardiaque, dans l'insuffisance cardiaque, dans l'accident vasculaire cérébral et dans d'autres pathologies thromboemboliques comme l'embolie pulmonaire, mais également les troubles du rythme ou la mort subite. Mais c'est dans l'infarctus et la pathologie coronaire qu'on a le plus de publications. Et des publications, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, comment ça agit? Eh bien, ça agit un petit peu ce que je vous ai expliqué, le syndrome du bazooka, ça va agir en modifiant tous les facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque classiques, ça modifie le cholestérol, l'hypertension, ça déstabilise le diabète, ça modifie nos comportements, on fume plus, on mange moins bien, on a moins d'activité physique, ça modifie l'observance, et puis ça va également agir sur des phénomènes beaucoup plus spécifiques, qui sont des mécanismes de défense primitive de l'organisme, action inflammatoire, troubles de coagulation, et également sur la génétique. On n'a pas le temps d'insister, mais le stress va agir sur la génétique et ça va pouvoir se transmettre. Et donc, ça va augmenter le risque de maladie cardiovasculaire et d'infarctus, avec également un effet boule de neige, c'est-à-dire que la survenue de cet infarctus va déstabiliser psychiquement la personne, la femme qui va le présenter. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai chez l'homme et la femme. Mais le cœur des femmes, c'est vraiment très particulier. Tout d'abord, il y a une modification complète du statut psychosocial de la femme. C'est-à-dire qu'il y a une charge mentale qui est beaucoup plus importante, des femmes qui travaillent, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la maison, qui s'occupent du mari, qui font beaucoup de choses et qui en plus vivent dans des conditions qui peuvent être difficiles. Il y a beaucoup plus de femmes en précarité, il y a des familles monoparentales, elles vont s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper d'un tas de choses et il y a une modification complète du tableau psychosocial de la femme depuis ces 15 à 20 dernières années. La deuxième chose, on vous l'a dit, Catherine vous l'a dit, le cœur des femmes n'est pas le même. Alors il y a bien entendu les hormones, il y a la taille des artères, mais il va y avoir des réactions biologiques tout à fait spécifiques, en particulier dans le stress aigu, et il va y avoir des modifications très très particulières d'un point de vue chimique qui font que les femmes peuvent faire des dissections coronaires, comme on vous en a parlé, des phénomènes d'ischémie, c'est-à-dire de souffrance du muscle cardiaque à l'émotion, et donc ça c'est très très spécifique de la femme. Et puis la troisième chose qui est spécifique de la femme, c'est que la femme va surréagir, entre guillemets, lors d'un épisode coronarien. C'est-à-dire qu'il y a plus de stress, plus d'anxiété, plus de dépression. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les unités de réadaptation, par les médecins, par les cardiologues. Et les femmes, si les hommes demandent souvent beaucoup d'explications, j'allais dire cognitives, ils veulent apprendre à connaître leur maladie, les femmes demandent beaucoup, beaucoup d'empathie. Et ça pose également le problème à l'heure actuelle de la téléréadaptation
Comment peut-on faire de l'empathie en téléréadaptation? C'est un autre problème. Comment on va faire pour essayer d'améliorer tout ça? C'est ce que j'appelle maintenant les gestes barrières. On va marcher, on va avoir une activité physique adaptée, on va arrêter de fumer et on va bien manger. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une publication très intéressante qui est sortie il y a moins de 2 ans qui nous dit que chez une femme de 50 ans, ça diminue la mortalité cardiovasculaire de 80% et ça augmente sa vie en bonne santé, dans cette publication, de 12 à 13 ans. C'est tout de même non négligeable, sa vie en bonne santé. Et puis, pour réduire ces phénomènes psychologiques, on peut faire le choix de faire de son cerveau un allié. Et sur le site de la Fédération, on voit bien tout ce qu'on recommande, c'est-à-dire l'activité physique, la relaxation, la sophrologie, comme on vient de vous en parler à l'heure actuelle, mais il y a également d'autres activités qui sont recommandées, comme la méditation en pleine présence, la cohérence cardiaque, et puis parfois, la patiente va avoir besoin d'une vraie prise en charge, entre guillemets, une vraie prise en charge par un psychothérapeute, à l'aide de thérapie cognitivo-comportementale, d'hypnose ou de MDR. On pourra en parler s'il y a des questions là-dessus. Ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable, puisque, bien entendu, on n'a pas encore énormément de publications, mais il y en a déjà un certain nombre. On sait que cette prise en charge psychologique, là, dans cette publication américaine, on a une baisse de la mortalité à 10 ans qui est de plus de 40%. Et puis, on peut aussi partir vers quelque chose qui est plus positif. La psychologie positive, ce n'est pas du tout le monde des bisounours, c'est 3 choses. Être optimiste, donc plutôt sourire et voir le verre à moitié plein, donner du sens à sa vie et s'engager. Là, aussi bien nous que les clubs Cœur et Santé, les gens s'engagent, ils donnent du sens dans leur vie et ils s'engagent. Et l'engagement est quelque chose qui est très important. S'engager et puis sourire, créer, avoir de la bienveillance, du lien avec la nature, du lien avec les animaux. On sait par exemple qu'il y a une campagne de la Fédération, on sait que le fait d'avoir un chien diminue le risque de récidive d'infarctus d'environ 30%, le fait de la gratitude, de l'altruisme, tout ça va entraîner une amélioration en prévention primaire et en prévention secondaire, c'est-à-dire avant ou après l'infarctus. On a cette publication sortie l'année dernière qui nous montre que cette psychologie positive et l'optimisme dans cette méta-analyse baisse la mortalité cardiovasculaire de 35%. Donc vous voyez que ce n'est absolument pas négligeable. Et puis ça, c'est mon expérience de cardiologue, mais également mon expérience en psychologie qui me l'a appris. La survenue d'un infarctus peut ne pas être un drame. Premièrement, on n'est plus en 1970 ou en 1960 où l'infarctus marquait un arrêt fatal pour l'activité ou pour toute autre chose. On va, à l'heure actuelle, après un infarctus, pouvoir se réadapter et retrouver une vie normale d'un point de vue physique. Mais ce qui est important également, c'est qu'une catastrophe, j'allais dire, on pourrait appeler ça cette catastrophe de l'infarctus, peut être pris comme une opportunité de changement, et ça c'est très important en phase de réadaptation et pour la suite. Je vous livre 2 phrases que des femmes m'ont apportées dans un programme de prévention du stress en cardiologie, et à la fin, au bout de 2 ans, voilà ce qu'elles nous ont, on a fait un retour et voilà ce qu'elles nous ont donné comme phrase. Si je n'avais pas fait mon infarctus, je n'aurais jamais senti combien la vie était précieuse et combien je pouvais la préserver. Mon infarctus m'a fait découvrir que j'étais quelqu'un d'important et que je devais me respecter. Donc, changement complet dans la façon de voir les choses. Et donc, on est, comme le fait la Fédération française de cardiologie, dans une prise en charge globale, à la fois des facteurs de risque, des comportements de santé, des émotions négatives, du stress, du manque de but, de la dysfonction sociale. Tout ça doit être pris en charge pour qu'il y ait à la fois une prévention primaire et secondaire qui soit efficace. Et je terminerai, et ça c'est très important, c'est un article qui a été écrit par une femme, une cardiologue femme qui a fait un infarctus, et c'était un article sur la reprise de l'activité sexuelle après un infarctus. Elle avait intitulé son article « Je ne suis pas qu'un cœur, je suis une personne ». Et c'est, je pense, le mot d'ordre de la Fédération, de prendre la personne dans sa globalité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet exposé. Donc tu nous as bien apporté des éléments concernant ce facteur de risque briseur de cœur.
Alors, on a quelques questions. On a une question, alors, qui est une question pratique, hein, qui est de Martine, qui nous demande, tu nous as dit, ce qui serait bien, c'est d'arrêter de fumer. Comment fait-on, dit-elle. Alors, c'est tout un programme, hein. Je pense qu'on va peut-être pas répondre aujourd'hui à cette question directement parce que c'est beaucoup trop long peut-être à expliquer, mais ce que je peux vous conseiller, Martine, c'est d'aller sur le site de la Fédération française de cardiologie. Vous allez dans les facteurs de risque, dans la formation, et vous allez avoir des rubriques dans lesquelles on va vous expliquer un petit peu comment procéder, comment évoluer par rapport à votre tabagisme si c'est votre souci. Hein, donc voilà, donc c'est une réponse un petit peu écourtée, mais pour pouvoir en poser d'autres. Il y a une autre question qui est finalement… Daniel, je te coupe la parole. Il y a peut-être une petite chose qu'on peut dire et que tu dis souvent, qui est importante, c'est que souvent les gens vont fumer parce qu'ils se sentent stressés. Or, tu le sais bien et tu le dis souvent, on est plus heureux, moins stressé, moins anxieux quand on a arrêté de fumer. Oui, on sait, alors, effectivement, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, hein. Je veux dire que finalement, fumer entretient le stress, paradoxalement, hein. Je veux dire que le fumeur, quand il prend sa cigarette, pense qu'il lève son stress, son anxiété. En fait, quelque part, il ne fait que le renforcer. Et donc, c'est un cercle vicieux, hein. Donc, c'est vrai qu'on sait, et maintenant, il y a des études qui ont bien démontré, c'est qu'à terme, à distance d'un sevrage, les gens qui étaient stressés ou anxio-dépressifs se sont beaucoup mieux sur ce plan. Hein, donc ça, c'est un message très important parce que le fumeur, souvent, hésite à quitter sa cigarette parce qu'il se dit que c'est un peu sa béquille et que s'il arrête, il va être beaucoup plus stressé parce que quand il manque de tabac, il est stressé. Donc, en fait, c'est une espèce d'auto-entretien et donc, finalement, c'est antinomique et il faut, pour justement améliorer son stress, et Jean-Pierre vous l'a très bien dit, arrêter de fumer est une très bonne façon de le faire. Une autre question, Jean-Pierre, quels sont les rapports entre stress et génétique, hein? Tu as fait allusion, donc succinctement, comment expliquer que la génétique intervienne dans le stress? Alors ça, c'est très, très intéressant, c'est-à-dire que le stress, tous ces phénomènes psychiques, mais en particulier le stress, va modifier notre épigénétique. Ça ne va pas modifier les gènes, ça modifie l'entourage du gène. Et en particulier, ça agit sur certaines substances qu'on appelle les télomérases. Donc, ça va raccourcir les télomères. Quand on est stressé, ça va les allonger quand on est plutôt optimiste. Et ça va jouer sur le risque cardiovasculaire. Donc, il y a des études intéressantes qui montrent que il ne faut pas que les femmes se sentent coupables, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le fait d'être stressé, ça se transmet de génération en génération. Et il y a en particulier une étude qui est classique pour les psychologues qui s'occupent d'un peu de cardiologie, qu'on appelle la Dutch Study, qui a montré que des femmes qui ont été victimes de famine à la fin de la guerre 40 dans les générations futures, il y a plus de maladies cardiovasculaires, il y a plus d'infarctus. Donc, ça se transmet. Donc, c'est une petite leçon à entendre. Ne transmettez pas ça à vos enfants, essayez d'être plutôt un peu plus cool. Et voilà. Mais le bonheur, ça se transmet aussi. Donc, c'est bien. Très bien. Et c'est aussi très important de voir que, chose dont on parle peu en cardiologie, c'est que les épisodes, comme on n'est pas égaux devant le stress, les épisodes de l'enfance peuvent favoriser ce qui se passera dans l'avenir. Et ça, c'est très important pour la prévention cardiovasculaire dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer nos enfants dans quelque chose qui soit très coucounesque, très bienveillant. Une petite question pratique maintenant. Tu nous as dit que l'intérêt pour le stress, c'est d'adopter des méthodes de relaxation. Tu en as cité un certain nombre. Est-ce que soi-même, on peut, indépendamment d'un acteur extérieur, pratiquer ces méthodes de relaxation de façon individuelle soi-même? Alors, je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, quand on est… quelquefois, les gens sont très anxieux, très déprimés. Ils vont avoir besoin d'une prise en charge psychologique par un psychothérapeute ou un psychiatre, mais ce n'est pas la grande majorité des cas. On peut très bien avoir un apprentissage qui peut être avec un professionnel, avec un psychothérapeute, de la sophrologie, comme c'est le cas dans les clubs Cœur et Santé, et ensuite pratiquer soi-même. La méditation de pleine présence, ça peut se pratiquer soi-même. La relaxation, la sophrologie, ça peut se pratiquer soi-même, avec l'aide au départ d'un professionnel qui va vous expliquer comment on peut faire. Mais ça se pratique soi-même. Merci beaucoup. On va enchaîner. Donc, on a un troisième sujet.
Donc tout à l'heure, le docteur Catherine Montpère vous a souligné l'importance d'approfondir la recherche clinique concernant le risque cardiovasculaire des femmes. Donc c'est un point important et sur lequel, avec une unité INSERM, se penchait la Fédération française de cardiologie pour essayer de mettre au point un score de risque féminin adapté à la population française. Et donc c'est l'objet de l'étude de E3N. E3N est donc qui est géré par le docteur Marie-Christine Boutron-Ruot, qui va nous expliquer ce qu'est cette étude et quels sont les premiers résultats que l'on peut obtenir après un certain nombre d'années, puisque cette étude a commencé il y a une trentaine d'années. Marie-Christine, vous avez la parole. Merci beaucoup. Voici, je vais lancer mon diaporama aussi. Tout d'abord, je vous remercie de cette... Pardon, voilà ce que je ne devais pas faire. Donc, je vous remercie de m'avoir proposé de présenter les premiers résultats de l'étude 3N, cœur de femme, parce que cette étude, il s'agit d'une très grosse cohorte, donc je vais vous présenter, et il y a eu une conjonction d'intérêts entre le professeur Mounier-Veillé, justement, et la Fédération française de cardiologie qui avait cet intérêt particulier pour le cœur des femmes, et la capacité que nous avions avec cette très grosse étude où nous connaissons, je dirais, presque tout des femmes qui nous ont fait confiance et qui participent de façon très active depuis 30 ans à cette étude, et qui va nous permettre d'affiner ce qui se sait des facteurs de risque et surtout des facteurs protecteurs vis-à-vis de la maladie cardiovasculaire spécifique à la femme, afin de pouvoir mieux orienter la prévention, et je dirais la prévention en France, parce que nous avons un certain nombre de caractéristiques en France qui, voilà, on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que les Américaines ou que dans d'autres pays qui ont pu faire des études sur ce sujet. Alors, je vais passer très rapidement sur cette première diapositive puisque Madame Montpère vous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà, en réalité, la maladie cardiovasculaire, on parle beaucoup du cancer du sein. Vous voyez ici, effectivement, c'est une cause importante, mais finalement, ce qui va tuer une majorité de femmes, ça va être les événements cardiovasculaires. Et il est donc important de savoir comment arriver à mieux connaître ce qui va nous permettre de les éviter. Donc ce programme, c'est vraiment un vaste programme sur 5 ans. Il a comme objectif principal de mieux comprendre les facteurs de risque d'événements coronariens sévères, c'est-à-dire les infarctus du myocarde, les morts subites et la maladie coronarienne sévère nécessitant un geste de revascularisation, d'un poseur stent, les dilatations coronaires. Et puis, comme objectif secondaire, on s'est rendu compte que finalement, pour connaître ces maladies coronariennes sévères, il fallait aussi en amont comprendre quels sont les facteurs qui influencent des facteurs vasculaires associés, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux qui sont une cause considérable de mortalité chez la femme, et aussi la maladie veineuse thromboembolique, là aussi, qui est particulièrement fréquente chez la femme. Donc, certains, ils vont partager certains facteurs de risque des événements coronariens sévères, mais aussi vont pouvoir être un facteur de risque même de la maladie coronarienne. Alors, voici cette très grosse étude. Il s'agit en fait de femmes qui sont affiliées à la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, donc pour beaucoup des enseignantes, mais pas que, des administratives, aussi du personnel technique, etc. Et ces femmes, en 1990, ont accepté de s'enrôler, je dirais, pour quasiment la vie, dans notre étude. Et vous voyez que régulièrement, nous les sollicitons avec des questionnaires qui nous permettent de connaître, comme je vous le disais, presque tout d'elles, c'est-à-dire à la fois quelle a été leur histoire depuis le commencement, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont nées de petits poids de naissance, est-ce qu'elles sont nées
elles ont subi des problèmes pendant la guerre, par exemple des privations comme on en parlait tout à l'heure? Est-ce qu'elles ont subi du tabagisme passif dans l'enfance? Et on voit par exemple un certain nombre de pathologies liées à ce tabagisme passif dans l'enfance. On connaît aussi, on sait si elles ont été élevées dans une ferme, par exemple, si elles ont été exposées à des animaux. On connaît toute leur histoire de vie hormonale et reproductive depuis l'âge à la ménarche, enfin à leur première règle, jusqu'au nombre d'enfants, les grossesses, est-ce qu'elles ont allaité, est-ce qu'elles ont pris la pilule et laquelle et pendant combien de temps, à quel âge elles ont eu leur ménopause, est-ce qu'elles ont pris un traitement hormonal de la ménopause, etc. Donc vous voyez que cette source de données considérable va nous permettre de mieux comprendre pourquoi certaines vont faire ou ne vont pas faire certaines maladies. Alors, on va parler là un peu technique, je suis aussi un chercheur, donc on doit valider ces événements et donc on a une équipe de cardiologues qui sont affiliés à notre équipe de recherche et qui vont nous aider à vérifier que ce qui a été déclaré ou ce qui a été trouvé dans des registres hospitaliers, c'est vraiment, par exemple, un infarctus du myocarde ou c'est vraiment un accident vasculaire cérébral, etc. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous avons déjà pu identifier comme facteurs dans notre étude. Par exemple, le fait de faire une ménopause très précoce, avant 45 ans, eh bien, multiplie le risque de faire un événement coronarien sévère, donc en particulier un infarctus, par 1,66. C'est-à-dire qu'on a vous voyez, 66% de risque en plus lorsqu'on a été ménopausé très tôt de faire un infarctus du myocarde ou un événement coronarien sévère. Alors, on a aussi beaucoup travaillé sur les facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc, vous savez que c'est un problème en soi-même. C'est la cause de consommation médicamenteuse importante, de complications importantes et en particulier de complications cardiovasculaires. Donc, nous avons pu faire de nombreuses études dont je vais vous montrer quelques résultats. Par exemple, je vous parlais de cette histoire reproductive que nous connaissions. Eh bien, on s'aperçoit que le fait d'avoir eu une certaine exposition hormonale au cours de sa vie, par exemple, responsable d'avoir eu une hystérectomie en général pour des fibromes, mais aussi l'endométriose, qui, vous savez, est un problème dont on découvre maintenant petit à petit l'ampleur et l'invalidation que ça entraîne pour beaucoup de femmes. Le fait donc d'avoir eu des fibromes, tout ça augmente le risque de faire une hypertension artérielle. Et puis la migraine, c'est aussi une spécificité de la femme, notamment les migraines cataméniales, les migraines qui surviennent dans la période juste avant les règles. Eh bien, vous voyez qu'on augmente le risque de faire ensuite une hypertension artérielle de 55%. Alors, c'est bien joli de trouver des facteurs de risque, donc, pour lesquels vous me direz, on ne peut pas grand-chose, hein, personne ne peut s'empêcher d'avoir un fibrome ou une endométriose ou une migraine. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'essayer de voir ce qui peut réduire le risque de ces éléments. Et notre cohorte, notre étude, a des données particulièrement pertinentes sur l'alimentation de ces femmes et depuis donc une très grande période, c'est-à-dire avant que ne survienne la maladie. Donc, ça n'est pas biaisé par le fait qu'elles se savent malades et qu'à ce moment-là, elles pourraient orienter un peu les questions. Eh bien, par exemple, ce qu'on va appeler la capacité antioxydante totale de l'alimentation, c'est-à-dire la capacité qu'ont les fruits et légumes en particulier, ou les noix, etc., d'apporter des vitamines antioxydantes, des polyphénols, un certain nombre de composés qui, globalement, vont interagir dans le bon sens entre eux, eh bien, ça diminue de façon très significative le risque d'avoir une hypertension artérielle. Mais aussi, ça va être une bonne nouvelle pour les gourmandes, le cacao. Alors, c'est surtout, donc, ce qu'on a montré, c'est le vrai, c'est-à-dire pas du chocolat de mauvaise qualité qui contient très, très peu de cacao. Hein, ça va être plutôt, ce qui est très à la mode d'ailleurs actuellement,
des chocolats très très riches en cacao, eh bien, il suffit d'un carré par jour pour voir réduire son risque d'hypertension artérielle. Là aussi, parce qu'ils ont des composés particuliers qu'on va appeler certains polyphénols qui vont agir sur la paroi vasculaire. Et puis à l'inverse, eh bien, une consommation très importante d'œufs, mais aussi de fromage industriel. Quand je parle de fromage industriel, vous savez, c'est ces pâtes très riches en sel, très riches en gras, que les enfants adorent mettre sur les tartines, qui pour moi, qui suis un peu gourmande, ne sont pas du vrai fromage, eh bien, on s'aperçoit que c'est associé à un risque accru d'hypertension artérielle, mais aussi ce qu'on va appeler un régime pro-inflammatoire. Alors ça, c'est un concept qui a été créé par une équipe aux États-Unis qui est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que certains aliments vont plutôt favoriser une certaine inflammation, ce qu'on va appeler une inflammation chronique à bas bruit, hein, ce n'est pas une grosse inflammation, et d'autres aliments vont être plutôt à tendance anti-inflammatoire. La résultante de tout ça, si on a plutôt un régime pro-inflammatoire, on va voir augmenter aussi son risque d'hypertension artérielle et malheureusement pas que d'autres pathologies. Alors, bien sûr, il y a des choses très simples qu'on peut faire, c'est l'activité physique. Et bien, ce qu'on montre sur ces courbes qui sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre, c'est que le sport, c'est l'activité physique qui est réellement la plus efficace pour réduire le risque d'hypertension artérielle. Et malheureusement, dans notre étude en tout cas, on s'aperçoit que c'est assez peu efficace chez l'obèse. Ça veut dire que la première des choses, c'est d'essayer de maintenir un poids dans les normes recommandées, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle en dessous de 25, et que là, on va bénéficier le plus de faire du sport. Et malheureusement aussi, alors il faut se dire que nos volontaires de 3N sont plutôt des femmes d'un certain âge. La marche et le jardinage, c'est rarement des marches très très actives ou du jardinage vraiment très important, eh bien, ont un effet vraiment très très modeste. Et donc, on encourage à avoir plutôt du sport, même s'il reste raisonnable, évidemment, avec l'accord de son cardiologue. Alors, dans ces facteurs de risque cardiovasculaire, je vous ai parlé aussi des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, nous avons aussi étudié les facteurs qui interviennent là-dessus. Nous avons montré, par exemple, que ce qu'on va appeler d'une manière un peu aussi globale une alimentation de type occidental va être associée à un risque très accru. Vous voyez, on a des risques qui sont multipliés par presque 3 de faire un accident vasculaire cérébral si on a une alimentation plutôt de type occidental, c'est-à-dire plutôt, vous voyez, gras, sucré, salé, alors qu'un régime plutôt de type méditerranéen, c'est-à-dire très riche en fruits et légumes, consommation très raisonnable de viande, et va être associé là à une réduction de risque. Alors, on a d'autres facteurs de risque évidemment importants, c'est des facteurs protecteurs, c'est l'activité physique. Et vous voyez que plus on fait d'activité physique, eh bien, plus on réduit son risque d'accident vasculaire cérébral. Encore une petite illustration des travaux que nous avons menés, c'est le risque de maladie veineuse thromboembolique. On sait que les gens qui sont de groupe sanguin O sont à moindre risque de faire une maladie veineuse thromboembolique. Mais on s'aperçoit que chez ceux-là, eh bien, quand ils sont hypertendus, ils vont presque rejoindre le risque des groupes non O, c'est-à-dire A, B ou AB. Et donc, l'hypertension artérielle devient, chez ces gens plutôt protégés de la maladie thromboembolique, un facteur de risque. Donc, en conclusion, je voudrais surtout remercier la Fédération française de cardiologie qui nous permet de lancer ce programme très complet sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs vis-à-vis du risque cardiovasculaire de la femme.
Et les études que nous avons déjà pu mener, qui ont été publiées dans des grands journaux, ont eu un impact important et vont avoir un impact direct en prévention. La situation sanitaire que vous connaissez nous a un peu retardé dans la validation des événements coronariens, et donc c'est le deuxième volet qu'on est en train de lancer actuellement, de façon donc à mener à bien cette étude qui va permettre donc d'établir ce score de risque de la maladie cardiovasculaire de la femme française, et que comme nous avons accès, nous collaborons avec une très grosse étude européenne de 500 000 personnes, dont on fera une validation dans une étude plus large européenne afin d'établir enfin un score de risque qui intègre non seulement les facteurs très classiques que sont l'indice de masse corporelle, le tabagisme, la sédentarité, mais aussi tous ces facteurs qui sont propres à la femme et qui vont nous permettre de mieux prévenir et de mieux prédire les risques pour mieux s'occuper finalement de la femme. Je vous remercie. Merci Marie-Christine pour cet exposé qui nous a donné des résultats très intéressants. On peut que se féliciter de cette collaboration entre votre équipe INSERM et la Fédération française de cardiologie. Je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens. Alors, on a dans ce domaine une question qui a un peu un rapport avec la communication précédente de Jean-Pierre Roup. C'est finalement, vous analysez les facteurs de risque. Il y en a un qui est assez difficile à cerner en termes de critères, en fait, c'est le stress. Est-ce que vous êtes capable, dans votre étude de troisième, d'identifier finalement le stress et comment faites-vous? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, nous avons, au cours du temps, collecté un certain nombre d'indicateurs. On a des échelles que les femmes ont pu remplir. On a la notion tout au cours du suivi, depuis le début, de dépression ou de troubles psychologiques ayant nécessité traitement. On a des informations sur le départ en retraite et le vécu du départ en retraite. On a aussi des informations sur, alors sur les derniers questionnaires. On a parlé tout à l'heure du stress post-traumatique et des événements gravissimes qui peuvent se passer au cours de la vie. Donc, nous avons posé la question, ce qui est d'ailleurs assez émouvant, parce que beaucoup de femmes étaient très contentes. On avait un petit peu peur, je dois dire, en posant cette question de les heurter. On a essayé de le poser de façon la plus discrète possible, mais on a un certain nombre de femmes qui nous ont parlé de ce qu'elles avaient pu vivre, de viols, d'événements traumatisants très graves au cours de leur vie. Et donc, on a une collaboration avec une équipe de psychiatres et on va essayer, voilà, alors bien évidemment que c'est toujours une appréciation un peu extérieure puisqu'on ne voit pas les femmes, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une patiente devant soi, mais ça va permettre aussi de mettre l'accent sur ce que disait mon collègue tout à l'heure, l'importance du stress et de la bonne prise en charge de ça, à la fois individuellement, mais à la fois par les médecins. Et je dois dire que j'ai été très, très contente de son exposé parce que je pense qu'il est aussi très, très important que les jeunes générations de médecins entendent ça, l'importance de consacrer suffisamment de temps au cours de la consultation pour apprécier ces éléments qui, en général, ne sont pas dits au départ. On va parler de choses biologiques, de choses assez, voilà, un peu moins émotionnellement compliquées à sortir. Et c'est ce qui va permettre aussi une prise en charge vraiment appropriée. Une autre question. Vous nous avez dit que vous aviez inclus dans cette étude des femmes qui étaient nées entre 1925 et 1950. Donc, je suppose que ces femmes ont eu des enfants, voire des petits-enfants. Est-ce que vous suivez les générations comme c'est fait dans l'étude Framingham, par exemple? Voilà, alors c'est effectivement
la première étude française qui va s'intéresser à plusieurs générations. Donc, nous avons obtenu un financement, investissement d'avenir pour à la fois recruter les conjoints de nos femmes, donc nous en avons recruté environ 20 000, et nous sommes en train de recruter la première génération d'enfants de nos femmes. On va avoir des familles entières avec le père, la mère, les enfants, et dans un an, nous commencerons le recrutement des petits-enfants. Et nous allons nous intéresser, je ne sais plus lequel de mes collègues a parlé des modifications épigénétiques. Eh bien, ça fait partie des choses qui nous passionnent, c'est-à-dire de comprendre la part de la génétique partagée, des facteurs de risque partagés et des choses qui peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. On sait par exemple pour l'exposition in utero d'Istilben que ça se transmet d'une génération à l'autre. Eh bien, ça fait partie des choses que nous allons étudier, mais aussi nous avons une étude en cours sur des prélèvements de la mère et de la fille pour regarder les contaminants et notamment ce qu'on va appeler les polluants organiques persistants, dont certains sont apportés par notre alimentation, qui peuvent être partagés chez la mère et la fille ou transmis ou entraîner des modifications biologiques. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voudrais terminer concernant la recherche vous soulignant une information que l'on a eue ces derniers jours. Vous savez qu'il y a discussion dans les projets de recherche au niveau gouvernemental et il y a un amendement qui a été déposé qui voulait attirer l'attention justement sur cette question des facteurs particuliers de la femme et de la recherche clinique à la femme. Et il y a un amendement qui a été déposé et qui signifie que de même une attention spécifique sera apportée à l'étude des questions de santé qui touchent particulièrement les femmes et qui aujourd'hui ne font pas suffisamment l'objet de recherche. Donc voilà, je pense que ça va vous mettre du baume au cœur pour votre recherche et n'hésitez pas à demander des crédits de recherche pour cela. Je pense que ce sera bien placé. Donc, on va terminer là-dessus. Donc, merci à tous les intervenants d'avoir donné votre temps et votre connaissance pour approfondir ce sujet cœur de femme. J'espère que ça a répondu à l'attente de nos auditeurs. Et même malgré le caractère de téléconférence, je pense que l'interactivité a pu être relativement bonne. On n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Il y en avait des très pointues, des très spécifiques, voire un peu personnelles. Toujours difficile d'y répondre dans ces conditions-là. Donc, n'hésitez pas. Allez tous, si vous avez des questions complémentaires, vous instruire sur le site de la Fédération française de cardiologie où il y a plein d'informations sur le risque cardiovasculaire et sur la femme et sur le risque cardiovasculaire des femmes. Voilà, bonsoir à tous et à bientôt.